Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de votre édition, le démarrage des examens à grand tirage session 2018 avec le CEPE, le certificat d'études primaires et élémentaires qui a eu lieu aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 500 000 candidats ont affronté ce mardi les épreuves écrites. La transition de l'économie vers un modèle plus écologique est en marche en Côte d'Ivoire. Les actions pour une économie verte se multiplient, mais le concept est encore très peu compris. Alors, l'économie verte, qu'est-ce que c'est? Nous en parlons dans ce journal. Nous parlerons également santé dans cette édition, précisément de la prise en charge des maladies des reins chez l'enfant. Des experts internationaux sont en Côte d'Ivoire pour former les médecins, pédiatres et néphropédiatres africains sur place. Voilà pour les titres. On parle tout de suite éducation. Le démarrage des examens à grand tirage session 2018 ont eu lieu ce matin, donc avec le CEPE, certificat d'études primaires et élémentaires. Le démarrage a eu lieu, vous l'avez certainement compris. Ce démarrage a eu lieu aujourd'hui avec le CEPE sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 500 000 candidats ont affronté ce mardi les épreuves écrites. On fait le point sur place avec Sephora Zegui et Walter Amadou Ouattara. 8 heures du matin. Ce mardi 5 juin, la sirène du centre d'examen EPP à Boboté 1 dans la commune d'Abobo donne le top départ de l'épreuve écrite du certificat d'études primaires et élémentaires CEPE. Chefs de centre, surveillants et élèves sont tous présents. Ce matin, tous les enfants sont là avec les 39 surveillants et nous avons lancé déjà le sujet d'exploitation des tests. Je pense que tout se déroule bien. Ils vont composer en exploitation des tests, en éveil au milieu et en orthographe ce matin. Le soir, ils vont faire l'épreuve de mathématiques. Après vérification par un élève que l'enveloppe est bien scellée, Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, procède à son ouverture. Elle distribue elle-même les copies aux élèves. Quelques conseils d'usage et les élèves peuvent commencer. Aujourd'hui, c'est le démarrage. Nous espérons et nous prions pour cela que tout se déroule dans d'excellentes conditions et que surtout nous ayons de très bons résultats. Mais je suis optimiste parce que nous avons eu une année très calme, une année scolaire apaisée. Les enseignements se sont bien déroulés, il n'y a pas eu assez de perturbations. Après Abobo, cap sur le plateau. Ici, dans ce centre, des candidats bien particuliers attirent notre attention. Ils sont non-voyants et composent dans les mêmes matières que les autres élèves. Eux, ils sont non-voyants, donc ils n'ont pas accès aux épreuves en noir. Donc il y a une transcription qui est faite au préalable par des techniciens. Et ensuite, après ça, ils peuvent composer maintenant comme les autres. Les élèves d'Abobo, comme ceux du plateau, trouvent les épreuves abordables. Mes parents peuvent compter sur moi parce que je sais que je peux avoir mon examen. L'épreuve n'est pas difficile lorsque j'ai commencé à lire. Je traite l'épreuve d'exploitation de tests. Je trouve l'épreuve facile. Je trouve que les examens ne sont pas difficiles. J'ai confiance en moi, je pourrai avoir mon examen. 534 744 candidats affrontent l'examen du CPE. Ils sont répartis dans plus de 2000 centres sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Selon la tutelle, les résultats seront connus le 16 juin à 14 h dans les différents centres de composition. Voilà, le démarrage donc des examens à grand tirage session 2018 qui a donc eu lieu ce matin avec le CEPE, certificat d'études primaires et élémentaires sur toute l'étendue du territoire national. On se rend à Daloa où un peu plus de 28 600 candidats étaient aux prises avec les épreuves écrites du CEPE dans les centres sillonnés par notre reporter Konaté Ngana. Aucun incident majeur. 28 643 candidats répartis dans 107 centres d'examen ont pris part aux épreuves écrites du CEPE dans la région du Haut-Sassandra. Le coup d'envoi a été donné à l'EPP Leba Tagoura dans la commune de Daloa. Les épreuves que vous allez avoir là, les maîtres, vos enseignants ont déjà traité ça.
Donc ne paniquez pas, ne tremblez pas. Les différents centres de composition que nous avons visités, les enseignants et les élèves ont répondu présents et les examens se déroulaient dans une ambiance calme. Nous sommes venus faire l'examen et le sujet parle des droits de l'enfant. L'enfant a droit de venir à l'école. L'enfant a droit à la santé. J'ai trouvé le sujet très bon. Les sujets sont abordables. Je crois que je peux avoir mon entrée en 6e. Au terme de sa visite dans plusieurs centres de composition, Adama Sekongo, premier responsable de l'éducation dans la région du Haut-Sassandra, s'est réjoui du bon déroulement des épreuves. Je viens de visiter quelques centres de la commune de Daloa. La sécurité est assurée. Les agents des forces de l'ordre sont là. Les surveillants sont là. Donc tout est réuni pour que nous fassions une bonne session. À Séguéla, les épreuves écrites du CEPE se sont également déroulées dans le calme et la sérénité. 4104 candidats sont à l'assaut de ce premier diplôme scolaire. Adjoa Pelagi fait partie de ces candidats. Je suis coiffeuse, je suis candidate au CP. Je vais continuer les cours du soir jusqu'au BPC pour avoir mon BPC. L'exploitation de tests, l'éveil au milieu, la dictée et les mathématiques sont les sujets au menu du CEPE. Ces épreuves marquent le début des examens à grand tirage. À Méagui, ils étaient un peu plus de 7200 candidats à l'assaut du certificat d'études primaires et élémentaires. Les élèves en classe de CM2 du département de Méagui ont reçu, pour les encourager, la visite des autorités préfectorales et politiques. On fait le point avec Mamadou Kouassi. 204 élèves repartis dans 13 centres d'examen qui composent pour cette session 2018 du concours d'entrée en 6e et de l'examen du CEPE dans le département de Méagui. Ces élèves ont reçu la visite des autorités administratives et politiques du département de Méagui. Le préfet Jacques Atrikwakou, accompagné du maire Yaoundri, ont sillonné quelques centres d'examen, notamment l'école catholique, l'école Terre Rouge et le groupe scolaire Cato. Ils ont saisi l'occasion pour encourager les élèves tout en leur demandant de se sentir en situation de classe, à ne pas tricher et surtout être concentrés sur les épreuves. Bon, aux élèves, j'ai dit de travailler sereinement, que ce sont des devoirs comme tous ceux qu'ils ont déjà eu au cours de toute l'année, de travailler sereinement, de ne pas avoir peur, de ne pas regarder chez le voisin. Maintenant, à l'endroit des surveillants, on les appelle à la vigilance, eux-mêmes à la sérénité, et de ne pas céder aux pressions de quelques parents que ce soit. Parce que s'ils le font, ils mettent eux-mêmes leur carrière en jeu. Il y a la sanction administrative, mais surtout la sanction pénale qui les attend au cas où ils seraient pris comme auteurs ou co-auteurs ou complices d'une quelconque tricherie. Des conseils bien perçus par les élèves qui se disent confiants. Ils ont promis aux autorités administratives et politiques un taux de réussite pour le département de Méagui de 100%. Après la ville de Méagui, les autorités ont mis le cap sur les centres d'examen en zone rurale. En plus des élèves, on notait dans les environs des centres d'examen une forte présence du parent d'élèves venus accompagner et soutenir leurs enfants. Tout autre chose à présent, on poursuit en images avec la célébration ce mardi 5 juin de la journée mondiale de l'environnement. Thème retenu cette année, combattre la pollution plastique. Les emballages plastiques représentent 12% des déchets collectés chaque jour à Abidjan, selon la ministre Anne-Désirée Oulouto, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui exhorte les populations à abandonner les déchets, les sachets plastiques au profit des sacs biodégradables. Le reportage de Grace Kando dans nos prochaines éditions poursuit toujours en images, toujours avec la célébration de la journée mondiale de l'environnement. Ce mardi, cette fois en Inde, autour du thème principal, pollution plastique. Environ 6 millions de tonnes de sachets plastiques non recyclables sont produits chaque année en Inde. Et les élèves de l'inspection de l'enseignement primaire de Atekoubé ont bien compris l'intérêt de maintenir leur environnement propre. Illustration avec le concours de l'école la plus propre organisé par l'UEP d'Atekoubé. On en parle avec Godefroy Okombawa. L'école primaire publique Abobo-Doumé, Lagune 1, et l'école primaire privée Belle-Maryse, lauréate de la première édition du concours de salubrité.
Ces deux établissements ont relevé le défi de la propriété des classes et de l'hygiène environnementale. Les 95 établissements que compte l'inspection d'enseignement préscolaire et primaire d'Atekoubé étaient en compétition. L'enjeu, éveiller les consciences du monde éducatif sur l'importance de l'assainissement, de l'environnement scolaire, facteur d'attractivité et de succès pour les enfants. Les enfants sont à l'aise dans une classe propre. On a essayé tant bien que mal d'embellir la classe. Et puis aujourd'hui, nous sommes élus gagnants de ce concours. Nous allons allier et activité cognitive et activité ludique. Au total, faire de l'école un art de paix pour l'épanouissement des enfants. Autre volet de la compétition, la finale du concours Génie en herbe remportée par l'école BC1. Nombre de points obtenus, 303 sur 310 possibles face aux écoles Agban 3, Abobo Doumé, Lagune 1 et Mobio, Aké Célestin 1. Pour encourager les établissements de l'inspection et l'ensemble des acteurs du système éducatif d'Atekoubé à poursuivre leur engagement pour la cause de la salubrité, l'Agence nationale de gestion des déchets et la mairie d'Atekoubé ont fait un don de matériel et équipements de salubrité. On a remarqué que nous passons plus de temps à l'école qu'à la maison. Donc, il est mieux de rendre son cadre de vie propre pour éviter les maladies. Et les enfants aussi, leur inculquer la valeur de la propriété. L'une des valeurs essentielles aujourd'hui pour l'Ivoirien nouveau que nous voulons construire, c'est le civisme. Et ce civisme doit conduire à la salubrité autour de l'école, dans l'école et pour nos enfants. Première édition du concours de salubrité réunissant les écoles de l'inspection primaire d'Atekoubé, un réel engouement. Pour le comité de pilotage et les organisateurs, Paris gagné. L'année prochaine, la seconde édition. On parle environnement toujours, planting d'arbres pour la restauration du couvert forestier d'Anguédédou. L'appel de l'ONG Amsted a été entendu par les autorités, filles et fils de la région. Tous se sont donné rendez-vous dans la forêt classée d'Anguédédou pour une opération de planting d'arbres sur 2 hectares. C'est ce que nous explique Franck Kouadiou. Un geste symbole comme pour transmettre aux générations futures la fibre protectrice de notre environnement. 2 hectares reboisés dans la forêt classée d'Anguédédou, une initiative de la société civile et du secteur privé. L'ONG Amistad s'allie à un institut bancaire pour préserver l'environnement. Et ce reboisement que nous allons effectuer, qui est d'une superficie de 2 hectares, va contribuer énormément au mécanisme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment le renforcement des stocks de carbone, qui est une initiative que les Nations Unies encouragent dans les différents pays. Aujourd'hui, avoir une entreprise financière, notamment une banque, à nos côtés, est un honneur. Et nous avons choisi cette forêt d'Anguédédou parce qu'elle fait partie des 3 massifs forestiers de la ville d'Abidjan qui contribuent à protéger la nappe phréatique. Il y a la forêt classée d'Anguédédou, il y a le parc du Banco et il y a la réserve de Dahlia Fleur. Il est important pour nous de, premièrement, montrer qu'on s'insère dans cette politique de sauvegarde de l'environnement et surtout on s'insère dans cette politique de développement de la jeunesse. Des initiatives simples mais jugées porteuses dans la dynamique de la responsabilité sociétale. Le cadre de ce partenariat doit être renouvelé chaque année parce que la politique forestière pour être mise en œuvre a besoin de tout le monde. Action saluée donc. Le gouvernement ivoirien désireux d'atteindre 20% de couverture forestière, le taux admis à l'échelle internationale. La Côte d'Ivoire disposant aujourd'hui de 3,4 millions d'hectares de forêt au lieu de 16 millions d'hectares en 1960. Il faut noter que chaque année, la Côte d'Ivoire perd 300 hectares de forêt du fait de l'action néfaste des hommes. La transition de l'économie vers un modèle plus écologique est en marche en Côte d'Ivoire. Les actions pour une économie verte se multiplient dans le pays, mais le concept est encore très peu compris. Alors l'économie verte, qu'est-ce que c'est? Quels sont les secteurs d'activité de ce nouveau concept? Que fait l'État pour en faire une réalité dans le pays? Autant de questions qui trouvent réponse dans ce dossier signé Nadia Edja et Cheikh Kone. C'est bon? C'est bon? Oui. 12 heures à Bobo Belleville. Jean-Jacques Kobina et son équipe en maintenance de panneaux photovoltaïques.
Un exercice qu'il effectue chaque trimestre sur ce site. Aujourd'hui, on est venu spécialement pour pratiquer la maintenance du système. La maintenance passe par quoi? Ça passe par le nettoyage des panneaux. On nettoie également les batteries et on s'assure aussi que le système est toujours opérationnel. Jean-Jacques fournit de l'énergie à cette pharmacie depuis 2 ans. Comme source d'alimentation, le soleil. Une ressource naturelle et non polluante pour l'environnement. En pratiquant cette activité écologique, il inscrit son entreprise dans le cadre de l'économie verte. Un modèle économique qui vise 3 finalités: la création d'emplois, la création de richesses et la préservation de l'environnement. Un autre pan privilégié de l'économie verte en Côte d'Ivoire, c'est le recyclage. Sylvain Kouakou est titulaire des masters en développement durable. Depuis 2016, il se consacre à la transformation de déchets organiques en engrais. On récupère les déchets qui nous intéressent, on les met dans un processus qui part d'abord d'une fermentation pour permettre à ces déchets-là de se décomposer, ensuite une maturation et après qui passe à l'étape de conditionnement pour avoir le produit final. Comme l'entreprise de Silver, plusieurs autres activités de recyclage se développent dans le pays. Elles sont pour la plupart dans l'informel. Emmanuel Yeo est chef d'une entreprise d'efficacité énergétique. Entendez, gestion de l'énergie dans le but de réduire le gaspillage d'électricité. Aujourd'hui, il installe son système sur cet immeuble. Avec ce coffret électrique intelligent, le système va simplement constater qu'il y a vacances, ils n'ont pas travaillé, qu'ils ne sont pas là. Et il va donc arrêter tout ce qui doit être arrêté, sauf ce qui doit fonctionner. Et là, on devient vraiment efficace. Nous avons fait des installations dans des immeubles. Et là, on a une économie annuelle d'environ 400 millions. Cet ingénieur a démarré son activité en 2011. Il réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 500 millions de francs CFA et emploie 40 personnes, dont 95% de jeunes. Fin de visite des sites. Une synthèse de ce nouveau concept avec un expert s'impose. Oui, normalement, tous les secteurs de l'économie sont potentiellement propices à l'économie verte. Il y a 2 types d'activités en matière d'économie verte. Il y a ce qu'on appelle les éco-activités, qui sont des activités qui ont une finalité de protéger, de valoriser ou de restaurer l'environnement. Donc, par exemple, le secteur des déchets, donc le secteur de la valorisation des déchets est une éco-activité. Le secteur de l'assainissement des eaux usées est une éco-activité. Le secteur de la foresterie est une éco-activité. Ensuite, on a ce qu'on appelle les activités verdissantes. On parle d'écologisation des activités économiques classiques. Par exemple, on ne parlera plus d'agriculture tout court, on parlera d'agriculture durable, on parlera plus de transport tout court, on parlera du transport durable. L'économie verte est le vecteur pour arriver au développement durable. Pour ces entrepreneurs, le secteur regorge d'opportunités. Avant, nous sommes partis avec des quantités de 300 kg, de 500 kg au maximum que nous recevions par semaine. En ce moment, nous sommes installés à Yopougon sur une parcelle de 100 m². Mais là, en ce moment, nous sommes sur une parcelle de plus de 2000 m². Si pour ces acteurs, l'économie verte est une niche de richesse, ils ne sont pourtant pas les seuls bénéficiaires. Leurs clients aussi y trouvent leur compte. Il y a un net avantage sur la facture de courant. Là, je l'ai senti. Mais donc, on va dire que je suis quelqu'un d'assez sensibilisé à cela maintenant. Quand on regarde par rapport à l'ensemble de la facturation par le passé et aujourd'hui, on a quand même eu des gains, je dirais, assez significatifs. Autour de 30% d'économies réalisées sur l'ensemble des facturations. À ce jour, il n'existe pas de données quantitatives de cette économie. Toutefois, selon les statistiques du Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES, les investissements verts pourraient contribuer à l'augmentation du produit intérieur brut de 33% en 2030 et 66% en 2040, avec une réduction considérable du taux de chômage. Mais tout n'est pas rose dans ce secteur vert. Il y a le problème des financements que nous recherchons toujours. Il y a le caractère réfractaire aussi des planteurs sur le terrain. Et puis aussi, il y a les nombreuses contraintes liées à l'activité, des réglementations par-ci, par-là. Face à ces difficultés, des actions sont menées par l'État pour faire de ce concept une réalité. Le gouvernement a introduit justement la dimension économique verte dans la plupart des politiques, plans et programmes. Lorsqu'on prend le PND 2016-2020, il y a tout un produit entièrement consacré à l'économie verte. Lorsque vous prenez
l'ensemble des codes qui existent, le code de l'électricité, il y a eu la loi de développement durable. Donc le cadre institutionnel s'est renforcé pour pouvoir créer un cadre propice à la pratique de l'économie verte en Côte d'Ivoire. Un répertoire de métiers et filières verts est en cours d'élaboration et sera inséré dans les programmes universitaires. La Côte d'Ivoire bénéficie également du Fonds pour l'environnement mondial octroyé par la Banque mondiale. Plus de 3 milliards de francs CFA ont été alloués au pays sur la période de 2014 à 2018 pour accompagner les projets de ce secteur d'avenir. Voilà, Nadia Edja et Cheikh Kone signaient ce reportage. Nous parlons santé à présent, précisément de prise en charge des maladies des reins chez l'enfant. Des experts internationaux sont en ce moment en Côte d'Ivoire pour former les médecins, pédiatres et néphropédiatres africains. C'est une initiative de l'Association internationale de néphrologie pédiatrique basée à New York, ce en collaboration avec l'unité de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon. Deux petits garçons en sciences d'hémodialyse. Ils ont 3 séances par semaine qui durent chacune 4 heures pour traiter leur insuffisance rénale. L'unité de néphrologie pédiatrique prend en charge 60 enfants par an. Cette unité logée au service de pédiatrie du CHU de Yopougon est unique en Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est une des rares unités en Afrique subsaharienne qui applique cette technique de l'hémodialyse de l'enfant. En Afrique centrale, en République démocratique du Congo, c'est maintenant qu'il commence la dialyse péritonéale chez l'enfant. Et au Bénin également, la dialyse de l'adulte est subventionnée par l'État de Côte d'Ivoire et ça coûte 1 750 pour l'adulte et 80 000 francs encore pour l'enfant où ce n'est pas subventionné. La néphrologie pédiatrique étudie les maladies des reins de l'enfant. C'est une discipline peu connue qui nécessite une formation à l'étranger pour les spécialistes ivoiriens. En 10 ans d'existence, l'unité de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon ne compte que 3 néphropédiatres. Un effectif insuffisant qui rend la prise en charge des malades difficile. L'opinion publique pense que la maladie rénale est une affection de la personne âgée et on ne pense pas que l'enfant peut être exposé. Aujourd'hui, c'est reconnu que c'est une maladie qui pose un problème de santé publique, mais qui se voit également depuis l'enfance. Et un enfant traité tôt et guéri ne sera jamais l'adulte qui va présenter une insuffisance rénale. Pour combler les besoins en formation, on a recours à des expertises internationales. Le Tichinko, au cours international de néphrologie pédiatrique, permettant de former infirmiers, médecins généralistes, chirurgiens, pédiatres, urologues et néphropédiatres. Le médecin prescrit la séance de dialyse, mais c'est l'infirmier qui est auprès du malade, qui touche à la machine, qui prépare la machine. Donc, il est important que nos infirmiers soient familiarisés à ces machines et aux techniques d'encadrement et de soins infirmiers du patient. La formation de mise à niveau allie théorie et pratique. Ici, autour de leurs formateurs américains, français, italiens, libanais, marocains, sud-africains et espagnols, 125 praticiens ivoiriens et de 8 autres pays d'Afrique. On connaît presque tout et en temps réel. La différence, c'est la disponibilité, par exemple, d'expertise et ou de matériel. Donc, il faut apprendre, par exemple, à faire ce type de thérapie, même avec très peu de moyens ou de moyens qui sont très pauvres. Cette coopération nous permet d'homogénéiser les prises en charge et puis de permettre à faire une dialyse péritonéale dans un pays qui ne se fait pas, une hémodialyse dans un pays qui ne se fait pas. Donc ça nous permet vraiment d'améliorer la prise en charge des enfants africains. 48 heures d'échange sur la pratique de la néphrologie pédiatrique en Afrique. Experts et apprenants le consacrent à mettre en place un nouveau protocole de prise en charge des pathologies des reins de l'enfant en Afrique. L'ancien protocole étant jugé trop occidental, loin donc des réalités africaines. Sur le terrain politique, la mairie d'Abengourou a accueilli ce dimanche 3 juin les militants du PDCI-RDA de Lindenier-Djuablin. Forte mobilisation pour apporter soutien au projet de parti unifié. C'est ce que nous rapporte Sidonie Davila. Ils étaient au rendez-vous du PDCI à l'appel du tam-tam parleur dans la cité royale Lindenier-Djuablin.
Dévoués pour servir leur leader, les militants, élus et cadres du PDCI RDA sont déterminés à faire écho de leur engagement pour le parti unifié et à militer pour la création de cette formation politique des oufouettistes. Lorsque le président Ouattara et son aîné, le président Bédié, deux visionnaires, se conceptent et proposent de rassembler en un grand mouvement, le RHDP, tous les enfants de cet illustre disparu, nous devrions les suivre, appuyer leur proposition qui n'a pour seul et unique objectif que de perpétuer la paix, gage de développement de la Côte d'Ivoire. Un argument renforcé par les fils de l'Indénué Douablin qui disent également approuver l'idée du parti unifié. Je souhaite personnellement que ce qui a été dit ici soit suivi des faits au niveau de nos militants, de tous les partis. Cessons les récriminations, laissons nos présidents travailler. Nous sommes tous témoins des efforts de ce bond qualitatif que la Côte d'Ivoire a fait en moins de 10 ans de pouvoir RHDP. Nous, dans l'Indénué Douablin, nous avons bénéficié de beaucoup d'infrastructures. Il faut donc que tous ceux qui se réclament de l'héritage de Félix Houphouët-Boigny restent ensemble pour encore plusieurs années pour permettre à la Côte d'Ivoire de continuer son développement. La position des cadres de la région rassure les partis associés du RHDP, en tête le RDR. Mamadou Touré a réaffirmé l'engagement de son parti au projet du parti unifié. Quand nous sommes soudés, nous gagnons. Quand nous sommes désunis, la Côte d'Ivoire perd. C'est ce message d'union que nous voulons lancer aujourd'hui. L'opération d'identification, un autre message clé de cette rencontre du PDCI. Fixé du 18 au 24 juin prochain, les jeunes, notamment les nouveaux majeurs, ont été appelés à s'inscrire sur la liste électorale pour leur permettre d'accomplir leur devoir civique. Et l'actualité internationale de ce 5 juin nous conduit avant tout au Burkina Faso, le Burkina Faso où les stratégies de lutte contre le paludisme s'accentuent. Au Burkina Faso, des chercheurs de l'Institut de recherche en sciences de la santé travaillent sur le moustique, vecteur de transmission du paludisme. Ils se préparent à lâcher dans certaines localités de l'ouest du pays des moustiques mâles génétiquement modifiés pour freiner la reproduction. Selon leurs expériences, si le moustique mâle stérile s'accomplit avec une femelle sauvage, les œufs issus de cet accouplement n'arriveront pas à maturité, ce qui devrait conduire à la disparition de 3 catégories de moustiques responsables du paludisme. Une fois finalisée, cette stratégie de lutte contre le paludisme sera mise à la disposition des autorités des pays où elle aura été approuvée selon les responsables de la recherche. En République démocratique du Congo, le G7, une des plateformes de l'opposition, interpelle le président congolais Joseph Kabila. À 6 mois des élections, les anciens proches du chef de l'État dénoncent les erreurs relevées par l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, dans le fichier électoral. Pour le président du G7, Pierre Lumbi, Joseph Kabila doit fixer l'opinion de sa responsabilité dans l'avenir du pays. Et sachez, pour terminer et pour rappel, que les examens à grand tirage session 2018 ont démarré ce mardi 5 juin avec le CEPE, certificat d'études primaires et élémentaires sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 5000 candidats ont affronté donc ce matin les épreuves écrites. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure.